Toute son enfance, on l'a moqué pour son apparence étrange et sa prononciation. Et il répondait avec ses poings. Il s'est fait virer de 13 écoles, mais ça ne l'a pas empêché de connaître un immense succès. Aujourd'hui, sa filmographie compte plus de 70 films. À 77 ans, c'est une mégastar du cinéma d'action. Et pour l'instant, il n'a aucune raison de prendre sa retraite. Comment ce jeune rebelle au tempérament explosif a-t-il pu devenir cet acteur inconnu de 30 ans qui a remporté un Oscar à la surprise générale? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre le bon chemin et à changer radicalement de vie? Aujourd'hui, sur la chaîne Biographer, nous allons vous parler d'un homme devenu une icône du cinéma d'action, qui n'est pas seulement acteur, mais aussi scénariste et réalisateur, et qui, malgré son âge avancé, ne pense pas à la retraite. Bien au contraire, il veut continuer à innover chaque jour. Allez, Rambo! Le 6 juillet 1946, dans un quartier pas vraiment huppé de New York, Hell's Kitchen, naît le fils aîné de la famille Stallone. Ses parents l'appellent Michael Sylvester Gardencio Stallone, mais le choix du nom n'a pas été simple car chacun avait ses propres idées. Sa mère voulait absolument l'appeler Tyrone, mais son père a insisté pour Sylvester. C'est aussi lui qui a choisi le deuxième prénom, Gardenzio. Stallone n'a presque jamais utilisé son nom complet dans la vie de tous les jours. Selon les périodes, il se faisait appeler Mike, Enzio, diminutif de Gardenzio, ou simplement Sly, le surnom que tout le monde connaît aujourd'hui. Ni sa mère ni son père n'étaient des modèles de parentalité, et les circonstances de sa naissance, ainsi que certaines particularités de son éducation, ont fait de lui un enfant difficile et atypique. Loner, very expressive, really loud, outgoing, and without a doubt, I'd say I got along very well conversing. Le père du garçon, Frank Stallone Sr., était un Italien originaire de Gioia del Colle. Il possédait une chaîne de barbier à New York. La mère, Jacqueline Frances Labofiche, avant de rencontrer Frank, était acrobate de cirque et chantait dans un club nocturne. Jacqueline avait des origines juives du côté de son père et françaises du côté de sa mère. Leur mariage n'a pas duré très longtemps, mais ils ont eu le temps d'avoir 2 enfants. L'aîné, Sylvester, puis, en 1950, Francesco Stallone Jr. La naissance de Sylvester a été marquée par une grave erreur médicale qui a eu des conséquences sur toute sa vie. À l'époque, il était courant d'aider les femmes à accoucher en tirant le bébé avec des forceps. Aujourd'hui, dans les pays civilisés, cette pratique dangereuse a été abandonnée. Mais dans les années 40, le petit Sylvester n'a pas eu de chance. Pendant cette manipulation, il a subi une lésion des nerfs faciaux, entraînant une paralysie partielle du côté gauche du visage, lèvres, langue et menton. Mais comme on dit, les épreuves sont des bénédictions déguisées. Ses défauts ont finalement fait de Stallone ce qu'il est aujourd'hui, tant sur le plan physique que mental. À cause de cette blessure, il a une expression faciale particulière, un débit de parole un peu flou, qui le rendent immédiatement reconnaissable. En plus, être différent quand on est enfant, c'est une sacrée école de la vie. Adolescent, il a subi beaucoup de harcèlement. Son visage, selon Sly, ressemblait à « tête de patate, avec toutes les pièces mal assemblées. Je voulais être n'importe qui, sauf moi. » Et comme si ça ne suffisait pas, le garçon était aussi très maigre, souffrait de rachitisme, avait un défaut d'élocution et des yeux enfoncés. Les autres enfants l'appelaient Sylvia, bouche tordue, ou tête de patate. Mon enfance a été horrible. Je n'étais pas un enfant mignon. J'étais maladif, j'avais le rachitisme et ma personnalité dégoûtait les autres enfants. Alors, en grandissant, j'ai apprécié ma propre compagnie et j'ai beaucoup rêvassé. Le garçon souffrait, mais il tenait bon et apprenait à se contenir. Surtout que l'ambiance à la maison n'était pas vraiment sereine. Ses parents lui montrèrent leur amour et s'occupèrent de lui, d'une manière très particulière. Jusqu'à ses 5 ans, le garçon était constamment placé en pensionnat, où des inconnus différents s'occupèrent de lui à chaque fois. My parents weren't exactly brought up like stellar human beings either. The craziest story, I think one of them was the fact that I mean, this is, I don't know if anyone knows this, but your parents dropped you off at like an old folks home when you were younger. Right. For the first 5 years of your life. Mama because they like Hanson's raising house. you. Yeah. Les Stallone ne sont devenus une vraie famille que lorsque Sylvester a eu 5 ans, quand ils ont déménagé ensemble dans le Maryland. Ensuite,
Le garçon a surtout vécu avec son père, jusqu'au divorce de ses parents en 1957, quand Sly est parti vivre avec sa mère. Mais ça ne voulait pas dire qu'il tombait dans les bras aimants de sa maman. Jackie était presque toujours occupée par des projets farfelus. Elle était astrologue, promotrice de catch, propriétaire d'un salon de beauté, fondatrice d'une salle de sport pour femmes appelée Barbarella's. Et même diseuse de bonne aventure. Elle n'a presque jamais embrassé son fils. Sylvester l'a décrite dans une interview comme « moitié française, moitié martienne ». Et le père, Frank Senior, était, entre autres, un joueur de polo passionné, avait d'énormes problèmes de gestion de la colère et défoulait régulièrement sa rage sur la tête, le dos ou d'autres parties du corps de ses fils. C'était le pire sadique que la Terre ait jamais porté. Il frappait Sylvester avec une cravache de polo jusqu'à ce qu'il saigne. Mais pire encore que les coups, il y avait les violences psychologiques et la pression constante que leur père leur infligeait. Il humiliait Sylvester, lui disant ouvertement qu'il était une déception depuis sa naissance, qu'il ne réussirait jamais rien à l'école parce qu'il était né avec une paralysie et qu'il n'était pas assez intelligent, que la meilleure option pour lui était de s'engager dans l'armée, parce que là-bas, on n'a pas besoin de cerveau. Tu n'es pas né avec un cerveau, alors tu ferais mieux de développer ton corps. Ces psychotrainings quotidiens auraient rendu n'importe qui fou, surtout un gamin déjà complexé par son physique. Résultat, Sylvester s'est renfermé sur lui-même, cherchant désespérément une échappatoire à la colère, la douleur et le désespoir qui grandissaient en lui. Plus tard, il reprendra même l'une des pires insultes de son père dans son premier film Rocky, et ses traumatismes d'enfance se retrouveront dans le scénario sous la forme d'une figure paternelle fantôme, contre laquelle il parvient malgré tout à réussir sa vie. My father, my old man, he was never too smart. He says to me, you weren't born much of a brain, so you better start using your body, right? So I've become a fighter. Mais en grandissant, cette pression intérieure a explosé en comportements violents, en bagarres et en provocations. À 12 ans, ses profs étaient unanimes. Ce gamin était le parfait candidat pour finir sur la chaise électrique. Il a fugué une dizaine de fois, juste parce qu'il en avait marre. Et quand il n'avait plus un sou et rien à ramener à la maison, il allait carrément se livrer à la police pour que les flics le raccompagnent aux frais de l'État. Sly faisait des trucs qui sidéraient tous ceux qui tentèrent de l'éduquer. Il tapait sur les mouches près des voitures avec un tuyau en plomb, repeignait la maison en noir, tirait des flèches par la fenêtre de la classe et même sautait du toit avec un parapluie avant de se casser le bras. Viré de 13 écoles, il a enchaîné les pensionnats, l'école militaire et les centres pour ados difficiles. Je n'ai jamais été cruel, mais violent, parce que j'étais tellement malheureux. J'ai raté toutes mes classes. Ses parents ont divorcé quand il avait 11 ans et il a quitté New York pour Philadelphie, où sa mère vivait avec son nouveau mari. Là, il a fréquenté l'école catholique Notre-Dame Academy, mais pas pour longtemps. C'en était trop pour Jacqueline. À 13 ans, elle a envoyé son fils ingérable à la Devereux Manor Hall en Pennsylvanie, un centre pour jeunes délinquants. C'était l'ultime étape avant la prison, réservée aux pires cas. À partir de là, il n'a plus jamais vécu avec sa famille. Pourtant, adulte, Sly n'a jamais reproché à ses parents de l'avoir envoyé là-bas, reconnaissant qu'il était vraiment insupportable à l'époque. En société, je faisais des blagues, mais je provoquais des altercations. Presque tous les combats entre jeunes tournent autour d'une question, le manque de respect. Pour moi, c'était ça, un regard, une remarque, une humiliation. Si quelqu'un regardait ma copine, je le défonçais. Mais bizarrement, c'est à 13 ans qu'il a eu comme une révélation. Et pour la première fois, un but. Sylvester compare ce moment à une rencontre avec le Messie. En 1959, le film italo-français Hercule et la Reine de Lydie est sorti, avec Steve Reeves dans le rôle titre, un ancien vainqueur du Mr. Universe, un concours de bodybuilding prestigieux. Quand le jeune Sly a vu Reeves à l'écran, majestueux, musclé comme un dieu grec, il s'est dit « Je veux être comme lui ». À 15 ans, quand on lui a encore répété qu'il était stupide, il a pris sa décision. Il se mettrait sérieusement à la muscu. Même si, faute de moyens, sa première barre était un essieu de voiture, le gars ne manquait ni de détermination ni de ténacité. Dans un établissement d'où beaucoup sortaient en tant que délinquants confirmés, Sly, lui, a vécu un tournant positif. Grâce à certains profs qui ont cru en lui. Contre toute attente, il s'est pris de passion pour le foot, la boxe et le lancer de disques. Je m'entraînais comme un obsédé, tous les jours. En 1 an, je suis passé de débutant à capitaine de l'équipe de foot et meilleur boxeur.
J'avais enfin trouvé ma voie dans la compétition physique et ça m'a sauvé. Et avant même que je m'en rende compte, les profs m'ont poussé vers le théâtre. J'ai commencé à jouer et j'ai adoré. Ainsi, le garçon voué à la chaise électrique a décroché une bourse prestigieuse grâce à son caractère, ses talents et l'appui de ses profs. En 1965, il part en Suisse étudier au Collège américain de Suisse, à Leysin. Là, il monte pour la première fois sur scène dans Mort d'un commis voyageur, d'Arthur Miller. Ce fut le déclic. C'est ça, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Je me lance. De retour aux États-Unis en 1969, il intègre l'université de Miami pour étudier le théâtre pendant 3 ans. Mais à quelques crédits du diplôme, il abandonne et part pour New York avec un seul objectif, percer dans le cinéma. Mais est-ce que tout se passera aussi bien qu'il l'imaginait ? Stallone a décidé de marquer une nouvelle étape dans sa vie, non seulement en déménageant dans une autre ville, mais aussi en changeant son nom de scène. De Mike Stallone, il est devenu Sylvester Stallone. Et ensuite, du succès au casting et ses premiers petits rôles dans des films corrects ? Pas vraiment. À New York, les rêves ne se précipitaient pas pour se réaliser. Pas d'argent, pas de revenus stables. Une fois, il a même dû passer près de 3 semaines à la Port Authority Bus Terminal, après s'être fait virer de son appartement. Pas un rond pour en louer un autre. Et au milieu de cette vie de misère, il tombe sur une annonce de casting pour un film plus que douteux. Du coup, son premier rôle principal fut dans The Party at Kitty and Studs, un film pour adultes sorti en 1970 pour lequel il a touché $200. C'était soit faire ce film, soit braquer quelqu'un, parce que j'étais au bout du rouleau, vraiment au bout. Quelques années après la sortie du film, alors que Stallone était déjà célèbre, le film a été rebaptisé Italian Stallion pour surfer sur la gloire de Rocky. Une tentative de chantage pour se faire du fric sur son dos. Mais Sly a rétorqué qu'il ne leur donnerait même pas $2, parce que le film ne les valait même pas. Voilà comment la carrière d'acteur du jeune Sylvester Stallone a débuté à New York. Loin, très loin du rêve hollywoodien. À cette époque, il avait 24 ans et rêvait d'accomplir quelque chose dans sa vie. Mais sa façon de se vendre dans le show business était plutôt maladroite et pas très pro. Well, I gotta admit, my approach was really bad because most actors have these beautiful glossies made up. They make themselves look, and they have a professional photographer take this picture. I didn't know how to be that cool at the time, so you know those airport things, 4 for a quarter? Sure. And you try to show the 4 horsemen of the apocalypse. Say, look at this range. Ah! Each one different, and you say, look at that. And have I got it together? And the man would take it, and you could see him like dialing police. À New York, Sly a commencé à vivre avec l'actrice débutante Sasha Gzak. Tous les deux devaient bosser dur pour survivre. Sasha était serveuse, et Sly acceptait n'importe quel boulot, même les plus bizarres, pour gagner un peu d'argent. Le problème, c'était pas qu'il ne trouvait pas de travail, mais qu'il se faisait virer de partout. But yeah, I would do that, and just do a lot of these odd jobs because I thought if I do all these horrible jobs at night, it would leave the day open to go out and pursue my alleged career, and nothing was happening. So I would take any random job from bodyguards to this to... Il a bossé sur les docks, comme désosseur de poissons, videur, vendeur en librairie, et même comme nettoyeur de cages de lions dans un zoo. Son job préféré ? Guichetier dans un cinéma. Mais il s'est encore fait virer parce qu'il revendait des billets déjà utilisés. Ce qu'il aimait dans ce job, c'était pouvoir mater des films gratuitement. Encore et encore. Il analysait comment l'intrigue se développait, comment les personnages étaient les construits. Il prenait des notes pour comprendre ce qui faisait un vrai bon film. Peut-être que c'est cette expérience qui l'a plus tard mené à la célébrité, en tant que réalisateur et scénariste. Mais sur le moment, c'était surtout un moyen de s'entraîner à écrire des scripts, d'améliorer son style et de créer quelque chose de concret qu'il pourrait vendre. Parce qu'à l'époque, il doutait sérieusement de son avenir en tant qu'acteur. Je commençais à réaliser que jouer, ça n'arriverait jamais. Les gens me disaient « Tu parles mal, ta bouche est de travers, tu marmonnes ». Malgré le nombre incalculable de castings auxquels il passait, Sly n'obtenait que des rôles minables, souvent des videurs ou des gangsters. À cette époque, sans un sou et souvent au chômage, il passait tout son temps libre à la New York Library, où il a déniché un vrai trésor. Il a découvert l'œuvre et la personnalité d'Edgar Allan Poe, ce qui a été un déclic pour lui. Sly était fasciné par Poe. En lisant ses livres et en étudiant sa biographie, Stallone a compris pour la première fois qu'on pouvait écrire d'une toute autre manière.
prendre quelqu'un d'autre comme héros et explorer sa personnalité. Je n'écrivais plus sur mes vacances d'été, mes aventures ou ma relation avec ma mère. Je suis devenu un écrivain qui explore d'autres sujets, un enquêteur, un explorateur. Je suis devenu un véhicule pour des histoires qui ne parlaient pas que de moi. C'est comme ça que Sly a eu l'idée d'écrire son premier scénario sur Edgar Poe, un projet qu'il rêve toujours de porter à l'écran. Entre-temps, il avait parfois la chance de décrocher quelques petits rôles, mais rien qui ne pouvait faire décoller sa carrière. Cette situation a duré jusqu'en 1974, quand lui et Sacha se sont mariés et ont décidé de partir ensemble dans le soleil de la Californie pour tenter de conquérir Hollywood. C'est là que les choses ont enfin commencé à bouger. En 1974, il a obtenu l'un des rôles principaux dans Lords of Flatbush, une comédie romantique sur une bande d'ados. Hey kids, the next song is dedicated to Butchie, Chico, Wimpy, Stanley, Franny and Annie, the stars of the new movie, The Lords of Flatbush. C'est après son rôle de Stanley Rosiello dans ce film que Sly a eu de vraies opportunités de casting pour des rôles plus importants. Mais, marqué par ses expériences passées, Stallone ne misait pas tout sur le jeu d'acteur. Il continuait inlassablement à écrire des scénarios, affûtant son style. Pas besoin d'être un bon écrivain. Il faut juste écrire et un jour, tes pensées profondes finiront par remonter à la surface et tout se mettra en place. Il expérimentait sans cesse avec différentes idées, jusqu'à ce qu'il en ait une qui allait tout changer. Écrire sur un gars auquel tout le monde pourrait s'identifier. Il était censé être un marginal, un raté qui voulait réussir, tout comme lui. La vie, c'est un combat permanent. Il n'y a pas de répit, faut se battre. Donc je me suis dit, si j'écris une histoire qui parle d'un mec à la dérive, qui a l'air de maîtriser sa vie alors qu'il part en vrille, les gens pourraient s'y identifier. Ce type, c'est un loser, et il assume. Inspiré par cette idée, il écrit d'abord le scénario de Paradise Alley, qu'il réussit à vendre à des producteurs débutants pour $100. L'histoire, 3 frères italo-américains qui tentent de lancer l'un des leurs dans la lutte. On s'y approche, mais c'est pas encore Rocky. Pourquoi Rocky ? Pourquoi ce film a-t-il été le ticket de Sly vers une percée incroyable ? Aujourd'hui, la filmo de Stallone compte plus de 70 films, doublages et même des séries. Beaucoup, carrément, c'est dingue. Son travail acharné, sa détermination, sa soif de vivre sont uniques. Mais tout a commencé avec Rocky, parce que ce film a été son passeport pour le grand cinéma, mais aussi une révélation personnelle. La preuve qu'il était capable de quelque chose, qu'il méritait d'être reconnu. De toute son œuvre, Rocky reste ce qu'il chérit le plus. Ce film a défini toute sa carrière. Alors, imagine, 1977, une année chargée pour le cinéma avec des films cultes nommés aux Oscars. Parmi eux, Les Hommes du Président, Network, Taxi Driver de Scorsese avec De Niro, favori de l'Académie, Carrie de Stephen King. Et au milieu, un certain Rocky, réalisé par un inconnu, avec un acteur obscur, comme un corneau dans une meute de lévriers pur sang. Pourtant, contre toute attente, c'est Rocky qui remporte l'Oscar du meilleur film. 10 nominations, 3 statuettes, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage. Stallone est nommé pour le meilleur acteur et le meilleur scénario. La même année, le film gagne aussi le Golden Globe. Puis, une flopée d'autres prix prestigieux. La métaphore est parlante. Comme Rocky Balboa, l'Italien inconnu qui affronte la star Apollo Creed, le film Rocky, bricolé avec des bouts de ficelle et un acteur anonyme, a forcé Hollywood à le remarquer. Mais pourquoi Rocky s'est-il démarqué au point de rafler les plus hautes distinctions ? Tout était anti-société, anti-Christ, anti-gouvernement, anti-tout. Il n'y avait personne pour qui vibrer. Hollywood avait oublié les films à l'ancienne, où la morale était au premier plan. J'ai saisi l'occasion pour écrire ce film-là. Rocky Balboa, c'est l'outsider ultime, un boxeur raté. Mais contrairement aux anti-héros de l'époque, il ne déverse pas sa haine sur le monde. Il ne se révolte pas contre le système. Rocky, c'est un rêveur, le corps couvert de cicatrices, mais le cœur vulnérable. Il ne cherche pas la gloire, il veut juste être aimé par Adrian. Ses efforts, il les fait pour quelque chose, pas contre. Sa motivation, c'est le rêve avec un grand R, celui d'un petit bonhomme qui veut prouver qu'il vaut quelque chose. La force du film, c'est que le rêve du boxeur Rocky et celui de l'acteur débutant Stallone ne font plus qu'un. Rocky, c'est pas qu'un film de boxe. Au cœur, il y a l'amour. Maladroit,
gauche, Rocky se démène pour conquérir Adrian. What is Rocky? It's a love story about a guy who's a broken down fighter. That's all it is. Right. It's never about money. It's never about, oh, I became champion. Oh, I want to be champion. Stallone est un vrai romantique. Il a injecté cette part de lui-même dans Rocky. Et c'est pour ça qu'on sourit à ses tentatives maladroites, qu'on l'encourage. Adrian le transforme en lui donnant un but. Mais derrière ces récompenses et cette reconnaissance mondiale, il y a quoi ? Au début, Sly était assis avec sa femme enceinte Sacha, $100 en poche, dans un appart minuscule, pendant que son chien Butkus bouffait les meubles tellement il avait faim. Ils étaient dans la misère. Il enchaînait les castings, mais après The Lords of Flatbush, la chance l'avait lâché. Même pour Le Parrain, où il cherchait 100 gueules d'Italien, il n'a pas été pris. Mais Stallone, c'est pas un type qui lâche l'affaire. À une audition pour un film produit par Irwin Winkler et Robert Chartoff, il ne décroche pas le rôle, mais réussit un coup de maître. Il persuade les producteurs de lire son scénario. L'idée le poursuivait depuis longtemps, mais Stallone n'arrivait pas à se décider sur le personnage principal, ni sur le conflit central du film. Les idées foisonnaient, mais rien de concret. Et puis, un jour en 1975, alors que Sly assistait au combat épique entre le champion Muhammad Ali et Chuck Wepner pour le titre de champion poids lourd, ce fut la révélation. Ce type n'avait même pas l'air d'un boxeur. Il était terriblement maladroit et complètement nul. On aurait dit une sacoche de boxe avec des yeux. C'était vraiment triste à voir. Et puis, soudain, l'incroyable se produit. D'un coup sorti de nulle part, Wepner envoie Ali au tapis. Ça a été le déclic. Sly tenait enfin son intrigue et l'image de son personnage. Le reste, c'était une question de technique. Le scénario, proposé plus tard à Winkler et Chartoff, a été écrit en 3 jours. Sly s'est installé devant sa machine à écrire et n'a pas décollé de sa chaise avant le point final. Les producteurs ont tellement adoré le script qu'ils ont tenu à le garder, malgré toutes les difficultés apparues lors de l'adaptation en film. Le gros obstacle, l'auteur du scénario, l'acteur inconnu et sans succès, Sylvester Stallone, exigeait catégoriquement de jouer le rôle principal. Alors que la société United Artists, chargée du financement, voyait plutôt une star hollywoodienne dans le rôle. Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou Nick Nolte étaient pressentis pour incarner Rocky. Mais Sly n'a pas lâché. Avec une femme enceinte, sans $6 sur son compte et même pas de voiture, il a refusé de vendre les droits pour $350 000 à moins d'obtenir le rôle principal. Et il a fini par l'emporter. United Artists a réduit le budget à $1 million, alors que le coût final était estimé à 1,1 million. Ils ont donc dû serrer les coûts au maximum. Le réalisateur engagé, John G. Avildsen, a opté pour un tournage en mode guérilla. Pas d'autorisation, peu de matériel traditionnel, et même le risque de tester la toute nouvelle stabilisation Steadicam. Pour économiser sur les seconds rôles, on a fait appel à des proches. Le frère de Sly, Frank Jr., et son père, Frank Sr., ont été mis à contribution. Sa femme, Sacha, était la photographe de plateau. Même les acteurs principaux ont dû rogner. Stallone imaginait Adrian, l'amoureuse de Rocky, comme une Irlandaise et voulait Carrie Snodgrass, mais son cachet ne passait pas dans leur budget. Finalement, ce fut une bonne chose, car Talia Shire, choisie pour le rôle, s'est avérée parfaite. Même la scène romantique du premier rendez-vous de Rocky et Adrian sur la patinoire a été tournée avec des moyens limités. On devait filmer cette séquence de patinage dans une patinoire bondée en période de fête, mais on n'avait pas les sous. Du coup, on a dû trouver une patinoire vide un jour creux. Et ça a marché, non ? Pour boucler le budget, Winkler et Chartoff ont hypothéqué leur propre maison pour réunir les $100 000 manquants. Sly, en tant qu'acteur, a tourné gratuitement. Il n'a touché que $35 000 pour le scénario et 25 jours de tournage. Est-ce que ça valait le coup ? Absolument. Le film a rapporté plus de $100 millions dans le monde et l'équipe a été couverte de récompenses prestigieuses. Stallone, l'inconnu raté, avait tout misé sur Rocky et avait gagné. Après la sortie de Rocky et ses multiples Oscars, Sly est devenu une star. Littéralement. Le public est tombé amoureux de Rocky Balboa. Un acteur secondaire inconnu et scénariste débutant était propulsé superstar en un jour. Peu auraient pu digérer un tel changement sans en être affecté. Ça a été un raz-de-marée, et je n'étais pas assez mûr pour vraiment comprendre et savourer ce moment. J'aurais dû en profiter davantage, mais je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. J'aurais dû être plus reconnaissant.
Stallone a confié plus tard qu'il avait traversé une phase où il voulait que tous ceux qui l'avaient sous-estimé se mordent les doigts. Revenge. I told you so, I told you so, I Right. told you so. So now you become a bit more belligerent. I warned you, this and that. And it's like a fighter after having won a victory, you're standing over your opponent like this. You know, you don't need to do that. You Right. won, you knocked out, you proved your point. That to me was my biggest problem. Mm-hmm. And it took years to work that out. Cette période a duré jusqu'à la sortie de Rocky IV en 1985. Sly accordait trop d'importance aux critiques, au jugement du public. Il a fini par se calmer, mais cette ivresse du succès a bien failli lui coûter sa carrière. Je suis devenu plus agressif, j'ai parlé trop fort, brûlé des ponts, et c'était stupide. Il a eu des Oscars, de la reconnaissance. On pourrait penser que tout devrait être, sinon meilleur, au moins au même niveau. Mais en plus des moments où Stallone s'est lui-même tiré dans le pied, il y a eu aussi le facteur chance, totalement imprévisible. Après Rocky, en 1978, sort Ange et Dragon, Fist, un film de crime. Bien que les recettes aient doublé le budget, le film n'a reçu aucune récompense. La même année, la première réalisation de Sly, Le Bagarreur, Paradise Alley, basé sur son tout premier scénario vendu, est un échec cuisant. Les recettes ont à peine couvert les coûts du tournage. Le public et les critiques sont restés de glace, et la nouvelle célébrité de l'acteur n'a rien arrangé. Certains auraient abandonné, mais comparé aux montagnes russes qu'avait été sa vie avant, c'était rien. Vous avez déjà parcouru la filmographie de Sylvester Stallone. Le nombre de films où il a joué est impressionnant, mais quand on le connaît mieux, on comprend pourquoi. Il n'y a pas que ses rôles d'acteur. Il est aussi réalisateur, scénariste, producteur et même voix off. Combien de stars peuvent se vanter d'un tel palmarès ? Oui, beaucoup ont du talent, mais il faut aussi une sacrée soif d'apprendre, une capacité de travail monstre et une discipline de fer. Et comme l'ont prouvé des décennies de cinéma, Stallone a tout ça, et cela l'a conduit à réaliser son rêve de succès. Après l'échec de Le Bagarreur, Rocky II débarque presque aussitôt, en 1979. Sly accepte la proposition des producteurs de réaliser le film lui-même. Du coup, Rocky II est 100% son bébé, écrit, réalisé et interprété par l'Italien Stallone. Le deuxième fils de Sly, Sergio Stallone, né en 1979, a même participé au tournage. Il joue Robert Rocky Balboa Jr. Mais peu après, à 3 ans, alors que la carrière de son père décolle, il bosse sur Rocky et Rambo en même temps. Sergio est diagnostiqué autiste. I felt when my child, last time I could really truthfully remember breaking down was when my second child was diagnosed autistic. Mm-hmm. That was bad. That was a real bad situation. And I can't recall after that really ever having that kind of pain. La nouvelle a frappé Sacha et Sly comme un coup de massue. Ils ont mobilisé toutes leurs forces pour améliorer son état, enchaînant les traitements, mais sans grand résultat à l'époque. Plus tard, la maladie du fils deviendra l'une des raisons qui ébranleront leur mariage, déjà fragile. Sacha s'est consacré à la recherche d'un traitement, tandis que Stallone s'éloignait. Submergé par la célébrité, il voyageait, multipliait les projets. Il aimait Sergio autant que Sage, mais en raison des particularités de la maladie, la connexion qu'il espérait avoir avec lui n'était pas là, malgré ses efforts. Pourtant, quand Sly présentait fièrement son nouveau-né à l'équipe de Rocky II, c'était un père comblé. Tout allait plus que bien. Il se jetait à corps perdu dans la réalisation et le jeu, et on aurait dit que la machine se remettait en marche. Et c'est ce qui s'est passé. Winkler et Chartoff ont réitéré leur confiance en Sly, et ils ont eu raison. Rocky II n'a pas raflé d'Oscar, mais il a cartonné auprès des critiques. Et le public a voté avec son portefeuille. Le film a engrangé 200 millions de dollars, pour un budget de 7 millions. Après, Rocky III, 1982, et Rocky IV, 1985, ont confirmé le succès. Pour Rocky IV, Stallone a poussé le vice jusqu'à consulter Franco Columbu, ex-Mister Olympia, pour sculpter son corps. Il s'entraînait 2 fois par jour, 6 jours par semaine, avec un régime strict. D'ailleurs, si on parle de sa forme physique, toute sa vie est une quête pour garder la face. Enfin, son corps. I find the gym to be more than what it appears to be on the outside. People look at it as a torture chamber, and I suppose in a sense it is. But I look at it as a kind of like institute of discipline.
Because, like, for example, we're up there at 6:30 this morning. I don't want to do it, but it just keeps me focused a little bit. And then when I do it during a film, it just reaffirms that, yes, you must be committed, you must do it, and it kind of bleeds over into my work. Rocky et Rambo exigeaient une condition au top, autant pour les personnages que pour le public. C'est dans les années 80-90 que Stallone est devenu synonyme de montagne de muscles. Un critique a même dit en rigolant que Sly en Rambo ressemblait à un sac de noix. Son obsession pour se surpasser physiquement saute aux yeux dans Rocky III. Ça colle à l'histoire. Rocky Balboa est devenu une marque, plus focus sur ses muscles que sur son mental. Rocky III. All right, well, Rocky III, I decided I wanted to do a drastic change. His ego has changed, his self-image has changed, so I went on a very, very stringent diet, primarily tuna fish. After a while, I didn't even know where I lived. Seriously, my phone number was like, what is it again? Because you need carbohydrates for the brain to function. And it wasn't functioning. But to act, to write, to direct, and fight, and do all that stuff was accomplished by about 35 cups of coffee and these little brown kind of oatmeal brown rice cookies about that big that I'd pop in my mouth maybe every 15 minutes to keep my glycogen going, because it got down to 2.6 body fat, which is insane. Really. Mais est-ce que ces muscles sont juste le résultat de sacrifices et de diètes ? Ça pourrait, mais pas son style. Sly a toujours pris très au sérieux son immersion dans ses rôles. Ressembler au perso, assurer les cascades. Résultat, blessures en série, ligaments déchirés, fractures, problèmes de santé. Pour Rocky III, il s'est poussé jusqu'à l'épuisement. Il m'a fallu 1 an pour atteindre cette forme, mais je ne le recommande pas. Tenir sur la durée peut abîmer les reins. Ça provoque un état de stress parce que tu es en carence. Tu t'épuises. Dans les années 80 et 90, l'emploi du temps de Sly était si chargé qu'on se demandait comment il arrivait à tout gérer, surtout avec des rôles aussi physiques. L'acteur expliquait que c'était devenu une habitude et qu'il n'avait plus besoin de préparation spéciale, même quand un nouveau film d'action pointait à l'horizon. C'était devenu un mode de vie. Quand Rocky III et Rocky IV sont sortis, le box-office a fait plaisir aux producteurs, mais les critiques étaient moins enthousiastes, surtout pour le 4e volet. Cette partie de la saga a été qualifiée de la plus sanglante, notamment à cause de la mort ultra-violente d'Apollo Creed dans le ring. Pour incarner l'adversaire principal de Rocky dans Rocky IV, les producteurs ont engagé un vrai pro des arts martiaux qui débutait à peine au cinéma. Il s'agissait de Dolph Lundgren, qui jouait le boxeur soviétique Ivan Drago. Par un drôle de hasard, c'est ce film que Stallone a littéralement gardé en mémoire, sur le plan physique, parce qu'il adorait tout tester lui-même. Les cascades, la puissance des coups de ses adversaires, ses limites d'endurance. Pour lui, un acteur devait vivre son rôle, pas juste le jouer. Sauf que Dolph Lundgren était un vrai expert en arts martiaux, alors que Sylvester Stallone, lui, ne faisait que jouer un boxeur. Sly a encouragé Dolph à le frapper pour de vrai. Et Dolph l'a fait. Je lui ai dit « Pourquoi on ne le ferait pas pour de vrai ? Essaye de m'assommer. Lâche-toi, frappe aussi fort que tu peux. » Et puis, je me suis retrouvé dans un avion médicalisé en direction des urgences. Et j'ai passé 4 jours en soins intensifs, avec des bonnes sœurs partout autour de moi. Sly a été évacué vers un hôpital de Los Angeles où on lui a diagnostiqué une contusion cardiaque. Plus tard, il a plaisanté en disant qu'il avait été frappé par un tramway nommé Drago. Vous croyez qu'il en a tiré des leçons ? Peut-être, mais ça ne l'a pas empêché de recommencer plus tard. Outre les critiques mitigées et un box-office toujours au top, Rocky IV a aussi marqué un tournant dans la vie privée de Sly. C'est là qu'il a rencontré sa 2e femme, la mannequin et actrice Brigitte Nielsen. Leur duo dans les années 80 était le sujet à ragot parmi les couples hollywoodiens. Les deux étaient mariés quand ils se sont rencontrés, mais leur romance éclair a balayé leur relation précédente. D'ailleurs, c'est Brigitte qui a fait le premier pas pour séduire Sly, déjà ultra célèbre à l'époque. Cette bombe sexuelle scandinave de 21 ans, qui avait tourné dans le nanar Red Sonja 1985, a appris que Sly séjournait dans un hôtel de Manhattan. Elle a glissé une photo sous sa porte avec le message « Je m'appelle Brigitte Nielsen. J'aimerais vraiment vous rencontrer. Voici mon numéro. » Et ça a marché. Stallone n'a jamais résisté aux jolies femmes. Ils se sont vus et cette rencontre a débouché sur une passion torride et sur une invitation de Sly à Brigitte pour jouer dans Rocky IV.
Elle a incarné Ludmila Drago, la femme d'Ivan Drago. Fin 1985, ils se sont mariés. Pour Brigitte, Stallone a divorcé de sa première femme, Sasha Ksak, avec qui il était depuis plus de 10 ans, et avait 2 fils, Sage et Sergio. Enfin, disons que Brigitte a surtout été la goutte d'eau qui a fait déborder un mariage déjà bien mal en point. Juste après Rocky IV, ils ont enchaîné avec Cobra, 1986. Un film d'action écrit par Sly. Pas un échec total, mais pas un succès critique non plus. Leur mariage n'a même pas tenu jusqu'à la sortie du 3e Rambo. Leur divorce en 1987 a été aussi médiatisé que leur union, avec des accusations des 2 côtés. Mais avec le temps, les choses se sont apaisées. Comme Sly et Brigitte étaient l'un des pros, ils ont fini par entretenir des relations diplomatiques. Et même par tourner ensemble à nouveau en 2018 dans Creed 2, le spin-off de Rocky. You know what, you can say a lot of good things about Sylvester. He's a horrible husband, at least he was with me. But as a writer, as a producer, as a director, I take my hat off. He really knows how to put things on paper and from the paper put it on screen, absolutely. Mais bon, la vie privée et la carrière, ça fait 2. Malgré les critiques négatives sur Rocky IV, le public restait dingue de Sly et de son Rocky l'étalon. Jeu de mots sur Stallone, étalon. Du coup, les producteurs ont planifié Rocky V. Plus tard, Stallone a même avoué regretter ce film. Même s'il a bien marché, il a été unanimement considéré comme le pire de la saga. Scénario et jeu d'acteur compris. D'ailleurs, aux Razzie Awards, la framboise d'or, les anti-Oscars, de 1990, le film a décroché 7 nominations. En parlant des Razzie, cette récompense adore Sly comme personne. Depuis la création du prix, l'acteur cumule les nominations et au moins 10 victoires pour cette délicieuse baie amère. Même si Rocky V était le pire volet, il restait spécial pour Stallone. C'était les débuts à l'écran de son fils aîné, Sage Stallone, alors âgé de 14 ans. Il jouait Robert Balboa, le fils de Rocky. Dans le scénario, l'ado se rebellait, cherchait l'attention de son père, était jaloux et disait des conneries. Bref, un reflet de la vraie vie. C'était la première collaboration père-fils au cinéma. Ils ont ensuite tourné ensemble dans Daylight, 1996, un film catastrophe sans grand succès. Après Rocky V, la saga a été mise en pause pendant 16 ans. Pendant cette période, la carrière de Sly en tant que star des blockbusters d'action n'était plus au top. Et sa deuxième franchise phare, Rambo lancé en 1982, a aussi pris 20 ans de pause. En 1982, Stallone bossait sur le 3e volet de Rocky quand il a mis la main sur le script de Rambo. On le poussait à fond pour qu'il joue dedans. À la première lecture, l'acteur a tout de suite pensé « Ça y est, c'est la fin de ma carrière ». Pendant des années, des stars comme John Travolta, Clint Eastwood, Al Pacino, Dustin Hoffman, Paul Newman et Robert Redford avaient été approchés pour le rôle. Actually, I think they were going to lab animals before they got to me. They went through every actor in the system and eventually said, okay, let me go down, De Niro, Nick Nolte, Zippy the Monkey, let's go to Sly. Right. And I looked at this, I'm going, this is a career killer. Right. This film, when we did it, it was so bad, at least I thought. Right. And even my manager, we both went out, I think we both retched together in the alleys. We tried to buy it back and burn the negative. Which film? Sly a accepté, mais à une condition, pouvoir modifier le scénario, le changer pour en tirer quelque chose de bien. Il voulait creuser le personnage, lui donner une vibe particulière. Il sentait qu'une partie de Rambo était en lui. D'ailleurs, l'histoire d'un marginal, rejeté par la société et qui doit trouver sa place, lui parlait perso. Résultat, le script a été réduit à 90 minutes, et là, ça devenait jouable. I stayed an hour and a half in the woods chasing guys. And, I mean, it was, and plus I was pontificating throughout the thing. For example, I shoot an owl, and then the owl drops. I go, take that, you mouse munching mother. Oh. I said, I can't say that. And then there'd be lines like, the cop pulls me over and he goes, where do you think you're going? I go, did you ever see Easy Rider? Yeah. Well, yeah, I'm Easy Walker. So how did you fix the movie? What did you do? I said, here's a good idea. Cut out all my dialogue. Right. Every line, and have other people talk about you, which, by the way, is not a bad way to live in general. Dans la version validée au départ, Rambo devait se suicider à la fin. C'est même ce qu'ils ont tourné, mais dès la dernière prise, Stallone a pris le réalisateur Ted Kotcheff à part. « Écoute, Ted, on a fait souffrir ce personnage à mort. La police le tabasse.
Il se fait traquer sans relâche. On lâche des chiens après lui. Il saute de falaises. Il traverse des eaux glacées. Il se prend une balle dans le bras et doit se recoudre tout seul. Et après tout ça, on le bute ? Kotcheff, malgré les protestations des producteurs sur le plateau, a écouté Sly et a demandé 2 heures de tournage en plus. Quand Orion a organisé une avant-test, le public a été unanime. C'est le meilleur film d'action qu'on ait jamais vu, mais avec la pire fin possible. Et devinez quoi ? Ils ont sorti la version avec une fin heureuse. Après avoir retravaillé le scénario, Sly s'est investi à fond dans les détails du tournage. Il y avait des scènes qui demandaient une préparation ou une ambiance particulière. Le film a été tourné au Canada entre octobre et décembre. Pour Stallone, le froid renforçait cette impression de détachement qui collait au personnage de Rambo. Il a même commandé un couteau spécial à un armurier réputé, avec des specs ultra précises. Et quand le maquilleur lui a fait une fausse blessure hyper réaliste sur la main, il est allé à l'hôpital le plus proche pour demander un Doliprane. Juste pour voir si ça passerait. Le personnel médical a flippé, persuadé que la blessure était vraie. Pourtant, une fois le film terminé, personne n'en voulait. Ils ont galéré pendant 1 an à trouver un distributeur, jusqu'à ce qu'un indépendant s'y intéresse. Finalement, Orion Pictures l'a sorti. Et là, surprise surprise, avec un budget de 15 millions, Rambo a engrangé 125,2 millions de dollars au box-office. Même la Chine a acheté les droits, une première pour un blockbuster hollywoodien. Le film y a battu des records inégalés jusqu'en 2018. Rambo était-il vraiment si exceptionnel ? Stallone a mis son succès sur le compte d'un heureux hasard. Les étoiles étaient alignées pour moi, une fois de plus. C'était le 10e anniversaire du retrait du Vietnam. Il y avait beaucoup de médiatisation et Rambo est arrivé au bon moment. Et d'un coup, me voilà propulsé dans un tout autre univers, celui des films d'action. Sur cette vague de débats autour du Vietnam et du retour des vétérans, le film a tapé dans le mille. Les critiques étaient globalement positives, autant sur le film que sur le jeu des 3 acteurs principaux. Surtout celui de Stallone. Parmi tous les Rambo, le premier reste le plus abouti. Alors que Rambo, First Blood, était encore en salle, Stallone a reçu une offre pour une suite, et c'est comme ça qu'est née la saga. Le personnage de Rambo vient du roman First Blood, 1972, un thriller de David Morrell. Dans le livre, c'était un SDF, vétéran du Vietnam, rebelle et instable, qui menait une guerre sanglante contre la police corrompue du Kentucky. Dans le roman, Rambo meurt à la fin, mais Stallone ne voulait pas d'une fin aussi noire. Du coup, le film a perdu en profondeur artistique, mais a cartonné commercialement. La saga Rambo est devenue l'archétype du blockbuster d'action de l'époque. Des montagnes de muscles, des tonnes d'armes, des centaines de morts, des milliers d'explosions. Une boucherie héroïque au nom d'une bonne cause. Sly a retrouvé une certaine tendresse pour Rambo dans Last Blood, 2019. Il a confié que les premiers et derniers volets de Rambo, comme ceux de Rocky, étaient ceux qui lui tenaient le plus à cœur. Les autres Rambo avaient un peu trop d'énergie. Ils étaient un peu trop dynamiques. Je me critique pas, mais il y avait plus de vanité. Les débardeurs, tout tournait autour des mouvements du corps, plutôt que sur la rage et l'engagement du personnage. Comme pour Rocky, les suites de Rambo ont mis des plombes à sortir. Après Rambo 3, 1988, Rambo 4 n'est arrivé qu'en 2008, 10 ans plus tard. Parce qu'il savait pas quoi raconter. Stallone tenait à ce que son personnage reste crédible, que l'histoire colle à son essence. Il a fallu 10 ans pour qu'il trouve une idée pour Rambo 4. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que la Birmanie était un des pires enfers sur Terre, mais personne ne le sait. C'est exotique et c'est près du Vietnam. La synergie était parfaite. Voilà pourquoi. À 73 ans, Stallone a enfin sorti Rambo, Last Blood, 37 ans après le premier film. À la question d'un journaliste sur pourquoi ressortir un vétéran fatigué par la vie pour un dernier combat, Sly a répondu de manière courte et percutante. « Un guerrier ne connaît jamais la paix, c'est impossible. » Selon Sly, Rambo dans Last Blood est bien plus mesuré, vivant et réaliste. Dans ce film, l'acteur et scénariste a voulu montrer la sagesse, l'expérience et la fin de toute naïveté acquise au fil des années. Le sentiment que tout ce qui est arrivé au personnage a préparé le terrain pour ses actions actuelles. Au fond, avec le temps, il n'a fait que renforcer sa conviction. Derrière chaque coup de poing, il doit y avoir quelque chose de plus profond, qui touche le spectateur par son humanité.
Film, l'acteur et scénariste a voulu montrer la sagesse, l'expérience et la fin de toute naïveté acquise au fil des années. Le sentiment que tout ce qui est arrivé au personnage a préparé le terrain pour ses actions actuelles. Au fond, avec le temps, il n'a fait que renforcer sa conviction. Derrière chaque coup de poing, il doit y avoir quelque chose de plus profond, qui touche le spectateur par son humanité. I want all my characters to be human, and to be human is to be frail and is to be vulnerable. And no one is as tough as they think they are. They really aren't. They may have muscles on the inside, but inside we're putty. Sly a toujours été persuadé que les muscles, ça s'apprend. N'importe qui peut en avoir. Tu enchaînes violence, action, baston. Mais si tu arrives à glisser entre tout ça des petits moments qui parlent à ceux qui ne sont pas là pour le physique, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est ça le vrai défi. C'est pour ça que j'adore ça. Malgré la gloire de Rocky et Rambo, Sly, même s'il a profité de la célébrité mondiale, des cachets à millions, des honneurs, a toujours été rongé par un doute. Et si j'essayais autre chose ? Parce que personne, ni les réalisateurs, ni les critiques, n'était prêt à le voir comme autre chose qu'une montagne de muscles, une machine à tuer avec une mission, défendre la justice. Est-ce qu'il a réussi à se prouver dans d'autres rôles ? Vous le découvrirez dans la deuxième partie. On y parlera de Tango & Cash, Judge Dredd et bien sûr The Expendables. Alors likez cette vidéo et laissez un commentaire, accélérera la sortie de la suite. En attendant, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Cliquez sur l'icône qui s'affiche à l'écran. C'était Biographer. À très vite.